Bien, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de cette nouvelle rencontre du club Choiseul Innovation. Alors, pour tenir compte de la situation, nous devions d'innover, donc c'est ce que nous faisons avec ce format digital et interactif qui nous permettra finalement à chacun d'échanger, de pouvoir partager nos expériences et peut-être aussi d'en savoir plus un petit peu sur cette fameuse intelligence artificielle. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Luc Julia. Luc Julia, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes Chief Technology Officer chez Samsung Electronics. Vous êtes aussi le fondateur du célèbre Siri que tout le monde a sur sa tablette ou sur son iPhone. Et aujourd'hui, nous allons aborder une thématique avec un titre assez provocateur, à savoir l'intelligence artificielle n'existe pas. Merci à vous, Luc, d'être parmi nous. Vous êtes en direct de Californie où il est 8 h du matin aujourd'hui. Et pour animer et modérer cette séance d'échange, j'ai fait appel à notre ami Olivier Reynaud. Olivier est le fondateur d'Eve, fondateur et CEO d'Eve, donc une start-up qui marche très très bien, qui est en plein développement. Et c'est aussi un des chantres de ce que l'on appelle l'intelligence artificielle créative. Donc je vais passer la parole à Olivier. Olivier, donc c'est à toi de jouer, à toi d'œuvrer et de présider. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Donc, bonjour à tous. C'est vraiment un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Luc Julia au sein du club Innovation de Choiseul. Les sujets qui vont être traités dans quelques instants, pour ma part, me passionnent grandement, car comme a dit Pascal, je dirige une start-up qui s'appelle Eve, qui est spécialisée dans l'IA créative dédiée à la vidéo. Alors, je tenais à commencer la biographie de Luc Julia par une petite anecdote sur sa capacité à être un inventeur hors norme. Il faut savoir qu'à 9 ans, il invente déjà un robot qui lui permettait de faire son lit. Alors, le petit inventeur deviendra très grand, car après un parcours universitaire en mathématiques et en informatique à l'université Pierre et Marie Curie, puis à l'École nationale supérieure des télécommunications, où il obtiendra son doctorat, il débute sa carrière en 1994 au SRI International dans la Silicon Valley et a grandement participé à la création du CHIC pour Computer Human Interaction Center, qui travaillait à l'époque sur les premiers réfrigérateurs et les premiers véhicules intelligents. Il a également participé au lancement de Nuance Communication, qui est devenu le leader mondial de la reconnaissance vocale. Enfin, vous connaissez très probablement Siri, l'assistant personnel d'Apple. Luc Julia a été débauché par Steve Jobs himself pour le mettre en place chez Apple. Cela a fait de lui l'une des personnalités les plus reconnues de la recherche en intelligence augmentée, terme qu'il préfère utiliser en lieu et place du terme intelligence artificielle. Dans un livre qui s'intitule « L'intelligence artificielle n'existe pas », paru en 2019, Luc démonte littéralement les idées reçues sur l'IA et précise que l'IA ne peut pas supplanter l'homme, son intelligence ni sa capacité créative. Aujourd'hui, as senior vice-président de l'innovation chez Samsung, il participe activement au rayonnement de la France comme pôle d'excellence dans la recherche et innovation en la matière. Donc je suppose que tout le monde a envie d'avoir le point de vue de Luc sur l'intelligence artificielle. Je le laisse maintenant vous sensibiliser à sa vision. Donc effectivement, ça c'est moi. Je suis reconnaissable en général avec mes chemises hawaïennes. Donc je suis le seul gars, même en hiver, qui porte des chemises hawaïennes, donc c'est assez facile de me reconnaître. Mais surtout, je suis le gars qui dit que l'intelligence artificielle n'existe pas alors que j'en fais depuis 30 ans. Donc c'est un peu embêtant parce que ça veut dire simplement que je ne fais rien depuis 30 ans puisque ça n'existe pas. Mais bon, ce n'est pas tout à fait ça. Donc je vais vous parler de cette intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle qui n'existe pas d'abord, c'est celle dont on nous rebat les oreilles depuis, on va dire, 5-7 ans. Celle qui fait tout et n'importe quoi. L'intelligence artificielle, en fait, de Hollywood, c'est celle-là qui n'existe pas. C'est l'intelligence artificielle des films, c'est l'intelligence artificielle qui fait plaisir, qui fait vendre du papier dans les médias, c'est l'intelligence artificielle qui nous fait peur, c'est l'intelligence artificielle, encore une fois, qui pourrait faire n'importe quoi. Alors d'abord, il faut comprendre, il faut raconter l'histoire de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date il y a plus de 60 ans, puisque le terme a été utilisé pour la première fois en 1956. En 1956, des gens très intelligents se réunissent à l'université de Dartmouth aux États-Unis et montrent
qu'ils ont modélisé un neurone d'une manière purement statistique, purement mathématique. Et donc, il faut nous replacer un peu dans le contexte ici. Hein, il y a 60 ans, un neurone, on ne savait pas exactement ce que c'est. Aujourd'hui, si vous demandez aux spécialistes du cerveau qui vous décrivent les neurones ou qui vous décrivent le cerveau tout court, ils vont vous dire qu'ils comprennent ce que c'est que le cerveau à peu près entre 20 et 40%. Donc, en gros, on n'y comprend rien. Et donc, vous pouvez imaginer qu'il y a 60 ans, on comprenait encore moins. Mais bref, ces gens-là nous disent on est capable de modéliser un neurone mathématiquement. Si on a un neurone, on a un réseau de neurones. Si on a un réseau de neurones, on a un cerveau. Si on a un cerveau, on a de l'intelligence. Donc, on a modélisé l'intelligence artificielle. Alors, évidemment, c'est complètement con, d'accord? C'est complètement ridicule. Et d'ailleurs, on va voir dans quelques minutes qu'ils se sont bien trompés et on va voir pourquoi. Moi, si j'avais à définir l'intelligence artificielle aujourd'hui, si j'avais à définir ce que c'est, ce qu'on pourrait faire avec, je vais dire que c'est qu'un outil. Ce sont des outils. C'est une grosse boîte à outils. Donc, c'est ce que je vais vous répéter là pendant tout mon argument aujourd'hui. Mais comme je suis français franchouillard de base, je vais essayer de dire que c'est des outils intellectuels et je vais faire, moi, remonter l'intelligence artificielle à 1642. Alors, 1642, c'est quoi 1642, c'est Pascal qui invente la pascaline. La pascaline, c'est la première machine à calculer, donc c'est la première machine intelligente. Bon, je suis sûr que les Grecs ou les Romains, les Italiens pourraient nous trouver quelque chose dans l'Antiquité qui va aussi être aussi intelligent et faire des calculs et donc pourrait être la première machine intelligente et pourrait donc faire remonter l'intelligence à quelque chose qui est bien antécédent encore à 1642. Mais moi, j'aime bien le faire remonter à 1642 parce que, en fait, c'est quand même compliqué la machine qu'il avait fait là. Ça faisait que des additions et des soustractions, mais quand même des trucs à 4 chiffres. Hein, donc c'est assez balèze parce que ça marche, ça se trompe jamais. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que ça nous remplace quand même d'une façon intellectuelle, parce que ça fait des trucs compliqués. Si je vous demande tout de suite combien fait 8131 plus 98, bon, celui-là c'est assez facile, mais vous ne l'avez peut-être pas directement. La machine, elle l'aurait eu en une seconde ou deux. D'accord? Donc, tout ça pour dire que ces machines intelligentes elles existent depuis un petit moment et que malheureusement, je vais revenir à mes amis là, de 1956, eux, ils ont essayé de modéliser ce neurone, ce fameux neurone de manière purement mathématique, et en plus, ils se sont attaqués au problème qui est certainement le problème le plus compliqué auquel on puisse s'attaquer, c'est le problème du langage naturel. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on va résoudre le langage naturel. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, résoudre le langage naturel, mais je pense que dans leur cerveau, ça voulait dire qu'ils allaient créer une machine qui allait comprendre les humains dans n'importe quelle situation, donc dans ce que veulent dire les mots quand on les met les uns après les autres. Alors, évidemment, ça, c'est très compliqué, hein, et devinez ce qui se passa. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont échoué. Ça n'a absolument pas marché. Cette promesse qu'ils avaient faite en 1956, étant donné qu'ils n'ont pas pu la tenir, on est rentré dans ce qu'on appelle le premier hiver de l'intelligence artificielle dans les années 60. Et c'est quoi l'hiver de l'intelligence artificielle? En gros, on nous a menti, on n'a pas délivré ce qu'on était censé délivrer, et donc les fonds, les sous, se tarissent. D'accord? Et plus personne ne veut donner des sous pour ce domaine qui ne marche pas. D'accord? Donc ça, c'est un peu embêtant, parce qu'effectivement, c'est un tout petit peu ce dont j'ai peur aujourd'hui aussi. Alors évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le même niveau, parce que tout le monde parle d'intelligence artificielle pour tout et n'importe quoi. Donc ça va être compliqué que les fonds tarissent, mais on ment. On ment beaucoup aux gens. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises, quand ils viennent chercher des sous chez les VC, etc., ils disent qu'ils font de l'intelligence artificielle, alors qu'ils ne font pas du tout d'intelligence artificielle. Donc il faut faire très, très attention, parce qu'un jour, ça peut énerver les gens quand même, les vrais gens, ceux qui voient que ces intelligences artificielles dont on nous promet beaucoup de choses, elles ne font pas grand-chose en fait. Et puis, ça peut aussi des fois faire peur aux gens, parce que non seulement on promet des choses qui n'arriveront jamais, mais on promet des choses qui puissent effectivement faire peur. Donc, il faut faire attention quand on se part dans un nouvel hiver de l'IA en racontant n'importe quoi. C'est un des points pour lesquels je suis là, pour vous raconter ce que c'est que la vraie intelligence artificielle. Je vais continuer la petite histoire.
Et maintenant, on va parler justement des années 60-70, où il y a cet hiver de l'IA. Donc l'IA statistique, avec laquelle on a commencé en 1956, ne marche pas, d'accord? Donc on fait autre chose, on fait ce qu'on va appeler des systèmes experts. Alors ça, maintenant, c'est de l'IA logique. Alors vous avez remarqué que chaque fois que je parle de ces IA, je parle toujours de mathématiques. Je parle soit de statistiques, soit de logique, d'accord? Parce que c'est ça l'IA. L'IA, ce n'est pas autre chose que des mathématiques. Aujourd'hui, ce n'est que ça. Ce ne sont que des statistiques et ou de la logique. D'accord? Donc, les systèmes experts, ça arrive dans les années 70. C'est quoi? C'est des bases de règles. Un système expert, c'est pas autre chose que si machin, leur truc. C'est des bases logiques avec des règles, avec des choses qu'on va pouvoir suivre. Et on va essayer de mettre en place des raisonnements qui vont être des raisonnements sur des bases complètement logiques. Et ça marche relativement bien, hein, ça fait des trucs sympas, ça va remplacer certaines tâches de l'homme, c'est ce qu'un robot va faire très bien, d'accord? Il va faire des tâches, il va exécuter des tâches logiques les unes après les autres, et puis il va pouvoir remplacer certains de nos comportements. Donc c'est très bien, ça marche assez bien comme je viens de dire, et puis l'apothéose du système expert, ça arrive en 1997. 1997, qu'est-ce qui se passe? Il y a une machine qui s'appelle Deep Blue, qui bat Kasparov aux échecs. D'accord? C'est quand même vachement impressionnant. D'accord? Kasparov, champion du monde des échecs, un génie, etc. C'est très, très intelligent. Et la machine le bat. Alors la machine est très, très intelligente, évidemment. Eh ben non, la machine est complètement idiote. Il se trouve que les échecs, c'est complètement modélisable d'une façon mathématique. Et donc, en 97, on commençait à avoir beaucoup, beaucoup de mémoire, de la capacité de calcul. Et donc, les 10 puissance 49 coups des échecs peuvent être avalés par la machine. Et donc, ces 10 puissance 49 coups, c'est beaucoup plus, c'est tous les coups des échecs, c'est beaucoup plus que ce que Kasparov peut avoir dans sa tête. Et donc, Kasparov se fait ratatiner quand même par la machine. Et puis, d'ailleurs, aujourd'hui, si vous battez vos machines aux échecs, c'est parce que vous l'avez mis au niveau 3, hein, parce que si vous la mettez au niveau 10, elle va vous ratatiner elle-même. Donc, il faut être très clair, c'est super intéressant, c'est très très bien, on peut créer des machines qui ont de la logique, mais on ne peut pas dire que ça soit intelligent. Et je vais vous démontrer ça encore un peu petit à petit. Là, on est dans les années 90-97. Il se trouve que dans les années 90-97, il y a quelque chose qui redevient à la mode, c'est l'IA statistique, donc celle qu'on avait abandonnée depuis 40 ans. Donc, elle revient un peu à la mode. Et donc, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Ces réseaux de neurones dont on parlait au début, c'est du machine learning, c'est du deep learning. Pourquoi ça redevient à la mode? Parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé entre-temps, là maintenant, en 1994, il y a Internet qui est arrivé. Et le machine learning, le deep learning, ce sont des choses qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, beaucoup, beaucoup de data. D'accord? Et il se trouve que sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Okay? Et donc, ça nous permet effectivement d'aller chercher ces données et facilement et de pouvoir les réunir, de pouvoir créer des grosses bases de données, ce qu'on appelle donc, encore une fois le big data. Et donc, ça nous permet de faire maintenant de l'IA statistique. D'accord? Alors, il se trouve qu'en 2007, on va dire maintenant, on pousse un peu, hein, donc assez récemment, il y a une grosse dizaine d'années, on commence donc à faire beaucoup de choses comme ça, et on se rend compte que sur Internet, il y a beaucoup d'images de chats. Alors là, vous allez me dire, le gars, il a pété une durite, qu'est-ce qu'il nous raconte avec ses chats? Mais alors, je vais retomber sur mes pattes, justement. Et donc, il y a beaucoup d'images de chats, et il se trouve qu'il y a un des algorithmes qui marche assez bien, c'est un des algorithmes de reconnaissance d'images. Et donc, il se trouve que sur Internet, il y a toutes ces images de chats qui sont annotées, c'est-à-dire que les gens mettent les chats sur Internet, leurs chats sur Internet, et ils disent c'est mon kitty, c'est mon chaton, là. Donc, on se retrouve avec une base de données annotée de chats. Et donc, on va pouvoir prendre tous ces chats, les faire avaler à la machine, et puis on se rend compte qu'avec à peu près 100 000 images de chats, on peut créer un algorithme qui va reconnaître les chats à 98%. C'est super chouette, d'accord? Une machine qui va reconnaître les chats à 98%, bon, ça ne sert à rien, mais c'est quand même quelque chose d'assez rigolo. Ça va reconnaître les chats rouges, les chats bleus, les chats verts, bon, les chats de n'importe quelle couleur, et puis dans n'importe quelle circonstance ou presque. D'accord? On se dit, ça y est, on a inventé, là, ça y est, on a touché cette intelligence artificielle parce qu'on a créé cette machine qui reconnaît des chats. Et là, on peut se poser la question, mais est-ce que c'est vraiment intelligent de reconnaître des chats et surtout d'avoir une machine qui a besoin de 100 000 images de chats pour pouvoir reconnaître des chats? Et on se pose cette question et on a une réponse qui est relativement intéressante, c'est de dire que nous,
enfin ma fille de 2 ans par exemple, elle peut reconnaître un chat avec 2 images de chat. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette intelligence qu'on vient de créer, parce que ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. L'humain, il a besoin de 2 instances de chats pour reconnaître des chats tout le temps, même la nuit, même quand ils sont dessinés par Picasso, peut-être. Donc c'est un peu bizarre qu'on puisse dire maintenant que cette machine est intelligente quand nous, on est intelligents et on connaît ces chats. Alors, il faut un peu remettre les choses à plat et puis comprendre les différences de ce qu'on est en train de créer. Ici, là, on a créé quelque chose qui est basé seulement sur des images de chats. Nous, quand on reconnaît un chat, ce n'est pas des images de chat qu'on reconnaît, c'est des instances de chat. Et donc, il y a plein d'autres éléments, d'autres paramètres qui rentrent en compte. Le fait que le chat, il ne se promène pas à l'envers sur le plafond, le fait qu'il sent quelque chose, et il fait du bruit, il fait... Donc, il y a beaucoup plus de paramètres qu'on pourrait donner à la machine aussi, mais là, ça devient de plus en plus compliqué de paramétriser tout ça, de créer ces modèles. Donc, et ça demanderait encore plus de données. Bref, ce que je suis en train de vous raconter, c'est que ces intelligences artificielles qu'on est en train de créer n'ont, encore une fois, strictement rien à voir avec notre intelligence. Et pour ça, je vais encore avancer 10 ans en avance, 10 ans après, et je vais vous parler de ce qui s'est passé en 2016. En 2016, une autre étape très importante de l'intelligence artificielle, il y a le champion du monde de Go, cette fois-ci, qui se fait ratatiner par la machine qui s'appelle DeepMind cette fois-ci, qui est une machine statistique. Donc, ce n'est plus une machine qui fait du système expert comme le faisait en 1997, mais cette fois-ci, donc, DeepMind, elle utilise des méthodes statistiques parce que le Go, c'est beaucoup plus compliqué que les échecs. D'accord? Donc, les échecs, on l'a dit tout à l'heure, c'était 10 puissance 49 coups à peu près, donc on pouvait modéliser exactement parce que c'était un jeu fini, mathématiquement parlant. Il se trouve que le Go, mathématiquement parlant, ce n'est pas un jeu fini. Quand vous demandez aux mathématiciens qui vous estiment, qui vous donnent le nombre de coups possibles au Go, ils vont vous dire qu'il y en a entre 10 puissance 172 et 10 puissance 742. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'en sait rien du tout. Et ça veut dire qu'en gros, dans notre référentiel, il y a une infinité de coups au Go. D'accord? Il y en a beaucoup. Donc, l'infinité, c'est compliqué. Hein, donc, ça va être compliqué de tous les décrire. Et donc, en fait, le champion du monde de Go, il s'est fait battre par cette machine parce que la machine était capable d'aller chercher des coups que lui, il n'avait jamais eu, que l'humanité, d'ailleurs, n'avait jamais eu. Et donc, il a été surpris, il s'est fait battre, etc. Mais ce n'est pas tellement les algorithmes qui vont m'intéresser, là, et de regarder ce qu'il y a dans la tête de cette machine. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a dans le ventre de cette machine. Quand on regarde DeepMind, donc AlphaGo, la machine qui faisait tourner DeepMind, c'est à peu près 1500 ordinateurs, 1500 CPU, d'accord, les Computing Processing Unit. Donc, 1500 CPU, c'est 1500 ordinateurs. C'est à peu près 300 GPU. Les GPU, c'est des puces qui sont encore plus puissantes, qui ont du graphique en général, mais qui font du calcul matriciel, dont on a beaucoup besoin quand on fait des calculs d'IA. Et puis en plus, il y a d'autres bestioles encore, des puces qui s'appellent les TPUs, les TPU, Tensor Processing Unit, ça fait du TensorFlow, c'est une méthode spécifique de l'intelligence artificielle. Bon, bref. Donc dans cette machine, dans AlphaGo, en gros, il y a 2000 ordinateurs. 2000 ordinateurs, c'est quoi? C'est un petit data center, d'accord? Un petit data center pour jouer au Go. Okay? Donc, ce petit data center, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est, on va regarder combien d'énergie il prend. Ce petit data center, il prend 440 kW. 440 kW pour jouer au Go. Et là, la question qu'on va se poser, c'est bien, c'est peut-être un tout petit peu exagéré juste pour jouer au Go, d'utiliser 440 kW, on va en reparler certainement plus tard quand on va parler un peu d'éthique, mais 440 kW, c'est quoi par rapport au gars qui est en face et qui joue au Go? Par rapport à ça, par rapport au cerveau que nous, on a. Donc, c'est une excellente question, merci. Et donc, notre cerveau, lui, ça, là, ce machin, en gros, en moyenne, ça dépend qui, hein, ça dépend à quelle heure, mais on dépense 20 watts. Donc là, on est en train de dire que la machine, elle prend 440 kW pour jouer au Go, et nous, on a 20 watts pour jouer au Go. Bon, d'accord, là, on s'est fait ratatiner, mais bon, on n'était quand même pas trop mauvais. Mais en plus de ça, on fait autre chose que jouer au Go. D'accord, le petit champion de 19 ans, là, de champion du monde de Go, il peut faire autre chose. Il peut parler, il peut aller faire de la cuisine, il peut aller jouer au tennis. Enfin bon, il peut faire beaucoup d'autres choses que juste jouer au Go. Donc, encore une fois, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que ces machines qu'on est en train de fabriquer, qui sont hyper spécialisées,
n'ont strictement rien à voir avec notre intelligence, avec ce qu'on appelle notre intelligence depuis la nuit des temps. Alors, un point important que je veux faire ici, je vous parle de data, je vous parle de big data depuis tout à l'heure, parce que ces nouvelles intelligences artificielles, donc, numéro 2 et 3 ici, le machine learning, le deep learning, sont basés que sur ce big data, que sur les données, et puis le deep learning est de plus en plus gourmand en données. Et c'est un problème aussi, un autre problématique, en plus du problème de l'énergie, qui est un problème du choix des données. D'accord ? Le choix des données est excessivement important et si les algorithmes eux-mêmes sont importants pour faire les statistiques, le choix des données est important et on a vu récemment plein de cas où, parce que les données initiales étaient biaisées, les algorithmes, ce que pondent les algorithmes, va être aussi non seulement biaisé, mais complètement faux, et donc va choquer des gens, etc. Vous avez certainement entendu, il y a juste quelques semaines, enfin il y a 2-3 mois, l'algorithme d'allocation de la carte de crédit d'Apple qui donnait en gros 2 fois plus de crédit aux hommes qu'aux femmes. Parce que historiquement, c'est ce qui s'était passé. Donc, du coup, l'algorithme, lui, il est basé sur les datas historiques, et les datas historiques disent ce qu'elles disent. Et donc, l'algorithme a donné plus d'argent aux gars qu'aux filles. Bon. Alors, évidemment, ce n'est pas bien, ce n'est pas éthique, ce n'est pas bien, mais ils ne font pas exprès, les gens, de faire ça. Mais il faut qu'ils comprennent qu'ils peuvent éventuellement le faire. Donc, à un moment donné, il va falloir que le régulateur s'y mettent et disent, les gars, si vous faites de l'intelligence artificielle, faites attention au choix de vos données. Et pour ça, je vais vous raconter une autre histoire qui s'est passée aussi en 2016. C'est l'histoire d'un chatbot, le chatbot qui s'appelle Tai, qui est le chatbot de Microsoft. Ce chatbot de Microsoft, il était censé, sur Twitter, faire la promotion des produits de Microsoft. Et c'est très bien, hein, c'était une très bonne idée. Ce qu'il y a, c'est que il y a eu un petit problème, on va dire même un gros problème, c'est qu'au bout de 16 heures, ce chatbot est devenu le chatbot le plus raciste et sexiste de l'histoire des chatbots. Alors, je veux dire, l'histoire des chatbots, c'était pas très très long, mais bon, c'était relativement embêtant quand même pour Microsoft parce qu'ils ont été obligés de débrancher le machin parce qu'il est devenu effectivement absolument infect, ce machin-là, spécifiquement contre les Noirs et les femmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on peut analyser le machin. Alors, en gros, il y avait plusieurs bugs qui peuvent arriver. Hein. Il y a évidemment les bugs de logique. D'accord? Les bugs de logique, ça va être quoi? Ça va être des bugs de programmation classique. Et là, en l'occurrence, on est sur Twitter. Quand on veut créer un chatbot, on essaie de faire en sorte que le chatbot s'adresse de la même façon que s'adressent les gens dans ce forum auquel on participe. Il se trouve que sur Twitter, moi je ne sais pas, je ne suis pas sur Twitter, mais il se trouve que sur Twitter, au bout de 2-3 interactions, les gens s'insultent. Et donc là, le chatbot a bien pris le pli et au bout de 2-3 interactions, il insultait effectivement les gens. Donc ça, c'est relativement facile à fixer, hein, sur le problème de logique, comme j'ai dit. Donc il y a un facteur d'adaptabilité, en gros, on descend le facteur d'adaptabilité pour contrôler plus le dialogue. Et donc à ce moment-là, on fait en sorte que le chatbot ne va pas insulter les gens, ce qui n'était pas le but, puisque c'était un chatbot publicitaire. Mais il y avait un problème qui était beaucoup plus fondamental que ça. Et évidemment, on n'en parle pas trop dans la communauté, on va en parler, mais Microsoft ne peut pas exactement dire ce qui s'est passé. Mais ce qu'on imagine qui s'est passé, c'est que la base de données initiale n'était pas la bonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez imaginer que trouver des données de dialogue, des données qui vont être donc celles que doivent avoir un chatbot, c'est pas facile par contre. Ça. Autant trouver des images de chat sur Internet, comme vous disiez tout à l'heure, c'était facile. Trouver des dialogues entiers qui permettent de modéliser ces dialogues, c'est pas facile. Il se trouve que depuis les années 50, il y a un truc qui s'appelle Switchboard, qui existe, qui est disponible, et qui est une retranscription de plein de conversations téléphoniques entre des vrais gens et puis des réparateurs de télé, des choses comme ça. Et donc ça, c'est tout retranscrit, et il y a des dialogues, et c'est surtout les États-Unis, et il y a des millions de dialogues qui sont disponibles. Donc, je peux imaginer le gars de Microsoft qui est en charge de créer ce chatbot, il se retrouve avec cette immense base de données. Il n'a pas besoin d'autant que ça. Par contre, il n'a pas besoin de millions de dialogues, donc il va prendre juste un sous-ensemble. Alors, il va dire, tiens, je vais prendre Alabama, années 50. Alors, bon, évidemment, là, si vous connaissez un tout petit peu l'histoire des États-Unis, Alabama, années 50, ce n'était pas exactement le lieu idéal pour être black et même pour être femme. Et donc, du coup, la base de données initiale est biaisée.
Donc la machine est raciste de base, et donc effectivement, ces côtés racistes, il suffit de lui donner un petit peu à manger à un moment donné dans le dialogue pour qu'elle devienne effectivement championne du monde de racisme. Donc il faut faire attention, il faut faire très très attention dans ce choix des données. Euh, et, euh, et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il va certainement falloir à un moment donné réglementer. Un truc qui aussi me tient à cœur à expliquer, bon, le choix des données c'est important, mais les algorithmes aussi sont importants. On dit souvent, quand on parle de l'intelligence artificielle, on nous dit l'intelligence artificielle est une boîte noire. Alors, non. Je suis désolé, l'intelligence artificielle n'est pas une boîte noire. L'explicabilité de l'intelligence artificielle est possible. Alors, là, je vais un peu modérer mon propos et je vais expliquer ce que ça veut dire que l'explicabilité. L'explicabilité, c'est en gros expliquer comment un algorithme va marcher. Alors, mathématiquement, ça va être complètement explicable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais prendre un algorithme, je vais pouvoir, moi, la personne qui a créé l'algorithme, l'expliquer mathématiquement et remonter pas à pas pour expliquer vers où ça va aller. Le problème, c'est que ces intelligences artificielles dont on parle, comme on a dit, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de puissance de calcul, et donc un algorithme va tourner sur ces machines et va faire des millions de calculs par seconde. Donc pratiquement, ça va être inexplicable, dans le sens où ça va être très très long de refaire les mêmes calculs que font exactement ces ordinateurs sur ces nouvelles données qui arrivent. Ça va être effectivement compliqué parce qu'on ne va juste pas avoir le temps de remonter tous ces calculs. Alors pour ça, je vais vous raconter une histoire, parce que ce n'est pas nouveau ces histoires-là. Je vais vous raconter une histoire qui, elle, date de 1914. En 1914, il y avait un mathématicien brillant qui s'appelait Gaston Julia. Et Gaston Julia a inventé ou découvert, ça dépend comment on se passe dans le monde des mathématiques, les fractales. Alors les fractales, il y a certains d'entre vous, certainement, quand j'ai dit le mot, ils ont tout de suite, ça imprime dans leur cerveau quelque chose, mais à d'autres, ça ne veut peut-être rien dire du tout. Et effectivement, quand on regarde une équation de fractale, ça ne va rien dire du tout à la majorité des gens, mais quand on fait des mathématiques, on va voir que cette exponentielle qui est sur cette équation est intéressante parce qu'à chaque niveau d'itération, à chaque niveau de calcul, elle va donner le même résultat que le résultat précédent. Donc c'est une propriété de mathématiques vachement intéressante, très très rigolote, mais qui fait rigoler seulement les mathématiciens en 1914. D'accord ? Donc c'est mathématiquement explicable, mais c'est complètement inexplicable pour les vrais gens, pour donc le public, et donc c'est pratiquement inexplicable. En 1955, 40 ans plus tard, Julia est prof à Polytechnique, et il a comme élève un garçon qui s'appelle Benoît Mandelbrot. Benoît Mandelbrot, élève brillant, part aux États-Unis chez IBM, on lui donne une grosse machine, il rentre l'équation de Julia dans la machine, il en profite pour la renommer équation Mandelbrot, on ne va pas se gêner, et donc il rentre cette équation, et là apparaît sur l'écran, se dessine à l'écran, cette fougère caractéristique des fractales, qui montre à l'évidence qu'à chaque niveau d'itération, on retrouve la fougère précédente, et donc on voit se dessiner cette propriété mathématique d'une manière complètement pratique. Et là, l'explication de cette équation devient complètement évidente et devient donc une explication générale de cette équation. Donc ce qui était mathématiquement explicable seulement en 1914 devient en 1955 pratiquement explicable. Donc, ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire? Ça ne veut pas dire que dans 40 ans, on va pouvoir expliquer l'intelligence artificielle et tous les algorithmes d'intelligence artificielle, je ne dis pas ça, peut-être. Je dis que certainement, on va pouvoir utiliser des outils. Donc là, c'est un outil graphique pour les fractales, mais on va pouvoir utiliser certainement des outils qui seront peut-être eux-mêmes basés sur l'intelligence artificielle, qui vont permettre d'être aussi rapides que les autres intelligences artificielles, qui vont permettre d'expliquer ce qui se passe à tous les états, à tous les pas, et donc à ce moment-là, d'expliquer ces intelligences artificielles. Donc, de pratiquement pouvoir expliquer ces intelligences artificielles. Donc, l'inexplicabilité n'existe pas non plus, d'accord, mais elle est aujourd'hui un problème quand on veut faire confiance à ces intelligences artificielles. Okay, mais encore une fois, les problèmes, ils ne vont pas venir de l'intelligence artificielle elle-même, ils vont venir du choix des données, ils vont venir des bugs que nous, on va faire dans nos algorithmes. Et donc, c'est nous qui avons le contrôle de tout ça. Un truc dont je veux parler rapidement, et qui me fatigue aussi, vous avez compris que je suis fatigué par beaucoup de trucs, hein,
Mais le truc qui me fatigue beaucoup en ce moment, c'est la voiture autonome. Donc, depuis, on va dire, 2018, à CES, vous savez, le grand salon qui se trouve à Las Vegas, CES 2018, on nous dit oh, la voiture autonome arrive dans 2-3 ans, on va avoir des voitures autonomes partout, ça va être super. Vraiment, ça va. Alors, il faut expliquer dans la voiture autonome, il y a 5 niveaux, hein, niveau 1, niveau 5. Et donc, quand les gens disent ça, ils parlent du niveau 5, dans la voiture autonome qui peut faire tout, n'importe quoi, n'importe comment. Okay, 2019, CES toujours. Oh ouais, la voiture autonome arrive dans 10 ans. Dans 10 ans, 15 ans, on aura la voiture autonome. Donc déjà, ils sont calmés un peu, ça va. 2020, CES, pré-confinement, hein, donc tout allait bien encore. Donc c'est en janvier. 2020, bah, les gens qui font des voitures autonomes, dont le CEO de Waymo, qui est la grosse boîte de Google qui fait des voitures autonomes, disent bah, les voitures autonomes, ça n'existera jamais. Et moi, je vous le dis, et je vous le répète, et je vais le répéter encore, et c'est ce que j'ai dit depuis le début, la voiture autonome niveau 5 n'existera jamais. Alors, la voiture autonome niveau 4 existera, et ça sent très très bien. Il ne faut surtout pas arrêter les recherches, il ne faut juste pas dire de bêtises et pas raconter n'importe quoi. Il faut juste dire que la voiture niveau 4 sera super, ça va permettre d'éviter 90% des accidents qu'on a aujourd'hui. Il y aura toujours des accidents, il ne faut pas dire n'importe quoi, mais il y aura beaucoup moins d'accidents. Il y a 5000 morts sur les routes en France aujourd'hui. Il y aura certainement une fraction de ça qui restera une fois qu'on aura ces voitures qui sont autonomes niveau 4, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Et pour ça, je vais vous raconter 2 histoires rapides. La première histoire, pour les Français, elle est super facile à comprendre. Elle s'appelle Place de l'Étoile à 18h. Place de l'Étoile à 18h, vous collez une voiture autonome, jamais elle n'avancera. C'est tout. Elle va être bloquée parce que la voiture autonome va respecter des règles. Hein, on parlait des systèmes experts tout à l'heure. Elle va respecter des règles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va respecter le code de la route. La place de l'Étoile à 18h, ce n'est pas du code de la route. C'est de la psychologie, beaucoup, c'est de la négociation, pas mal. Il faut négocier avec des gars d'à côté, tout ça. Donc, pour traverser la place de l'Étoile à 18h, c'est un truc un peu plus compliqué que juste du code de la route. Donc ça, c'est un point, mais pour ça, je vais vous raconter une autre histoire qui est encore plus rigolote pour moi, qui est basée justement sur Waymo. Waymo, en 2019, en mai 2019, il y a un an, a mis sur Internet toutes les vidéos qu'ils ont prises depuis des années. Ça fait une dizaine d'années qu'ils conduisent ces voitures autonomes dans Palo Alto ici et Mountain View. Et donc, toutes les caméras, tout ce qu'ils ont pris, tous les footage, tous les films qu'ils ont pris, ils les ont mis pour les gens qui vont qui sont intéressés à avoir des données justement sur les voitures autonomes. Ils ont mis tout ça en ligne sur YouTube. Et donc, évidemment, j'ai été voir ça parce que ça m'intéresse. C'est complètement chiant. Hein. Je veux dire, ça n'a strictement aucun intérêt. On voit des bagnoles qui conduisent dans les rues de Palo Alto et de Mountain View. C'est très boring, comme on dit ici. Mais bref, moi j'ai été voir et évidemment, je suis tombé sur une des pépites. Je suis sûr qu'il y en a plein, mais je suis tombé sur une pépite qui montre ce que je suis en train de vous raconter ici, que la voiture autonome au niveau 5 n'existera jamais parce qu'il y a toujours des exceptions. Et là, ce qui se passe, c'est que la voiture est en train de conduire dans une rue de Mountain View, il ne se passe rien. Il n'y a rien, la rue est vide, enfin, c'est chiant comme la mort. Et puis là, au milieu de rien, la bagnole s'arrête. Elle s'arrête et au bout de 3 secondes, elle reprend, elle fait 2-3 mètres, pounk, elle s'arrête. Elle fait 2-3 mètres, elle s'arrête. Elle fait 2-3 mètres, elle s'arrête. Et là, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'a aucun sens, il n'y a rien devant, la route est libre, tout va bien. Et là, bon, on sent que l'opérateur qui est dans la bagnole reprend la main et puis démarre et s'en va. Parce que les gars derrière, ils devaient commencer à être un peu énervés. Mais là, on regarde la vidéo d'un peu plus près et on voit que sur le bord de la route, il y a 2 gars qui sont en train de marcher sur le trottoir. Bon, c'est pas très grave, mais ce qui est intéressant, c'est qu'un des 2 gars qui est en train de marcher sur le trottoir, sur son épaule, il a un panneau stop. Alors donc, quand on voit un gars avec un panneau stop qui marche sur le bord de la route, on ne s'arrête pas. Enfin, j'espère. La voiture, elle voit un panneau stop, elle s'arrête. D'accord? Donc, non, certainement maintenant, chez Google, quelque part, il y a un gars qui a rajouté une règle, s'il y a un bouchon sur le bord de la route avec un panneau stop sur l'épaule, alors tu ne t'arrêtes pas. Mais tout ça pour dire que c'est ces exceptions qui font que jamais on pourra avoir une voiture autonome, complètement autonome. D'accord? Donc, on va avoir des trucs super bien dans des cas particuliers qui vont marcher super bien. Aujourd'hui, déjà, sur les autoroutes, ça marche relativement bien. D'accord? On n'a pas besoin de vraiment prendre la main. Je peux faire un Los Angeles, San Francisco sans aucun problème, sans toucher le volant sur les autoroutes. Mais il y aura toujours des cas particuliers et spécifiquement tant qu'il y a des piétons, et tant qu'il y a des gens à vélo, et tant qu'il y a tout ça. Okay? Donc, ça, c'est réglé pour la voiture autonome. Je ne vais pas
parler de Siri tout de suite parce que peut-être qu'on en parlera pendant les questions. Je vais passer un peu plus vite maintenant et puis je vais répéter ce qu'a dit Olivier au départ, hein. Donc, effectivement, moi, ce que j'aime bien, c'est parler d'intelligence augmentée. Plutôt, alors pas tellement intelligence augmentée en tant que domaine, comme je vous l'ai raconté. Moi, je pense qu'il y a plein de domaines. Mais par le fait que je garde l'acronyme IA, évidemment, et je dis que c'est notre intelligence qui est augmentée par ces outils. Parce que ces outils, encore une fois, ne sont que ces outils. C'est comme un marteau, d'accord? C'est un marteau dont on a le manche. C'est nous qui décidons. On peut faire le bien avec le marteau, c'est-à-dire qu'on peut bien planter les clous. On peut faire le mal avec le marteau, on peut taper sur la tête du voisin. Ça, c'est pas bien. C'est pour ça que la régulation est importante. Il va falloir réguler, il faut réguler. Et pour réguler, il faut comprendre. D'accord? Donc, il faut comprendre comment marche le marteau. Et puis, là, on est capable de réguler. Et je pense que le peuple, les gens, tout le monde est capable de comprendre tout ça. Et donc, le peuple, les gens et le régulateur est influencé par le peuple et donc va pouvoir réguler correctement. Bon, ça, c'est une question dont on veut parler aussi. Pour conclure, je veux juste vous faire le dessin de la vie. Là, bon, vous avez eu ce puzzle qui est rigolo, c'est bien, mais là, maintenant, ça va être la vie que je vais dessiner. Donc, c'est important. La vie, c'est quoi? La vie, c'est ces intelligences. D'accord? Ces intelligences, c'est quoi? En gros, nous, c'est quoi? C'est ça. On est moyen. D'accord? On est moyen. Alors, si j'ai les niveaux d'intelligence qui sont ici, là, j'ai 0, c'est Trump. Et puis, j'ai 100. J'ai 100, c'est un génie. Puis sinon, j'ai nous. Et c'est quoi sur l'abscisse, là? Sur l'abscisse, c'est les intelligences. C'est tous les domaines. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans tous les domaines, surtout nous, les Français, on est capable de la ramener. D'accord? Donc, on est capable de dire quelque chose, on a une opinion, on a un avis. On est capable de faire quelque chose dessus. Mais non seulement sur tous les domaines qu'on connaît déjà a priori, mais aussi les domaines qu'on ne connaît pas encore, on va pouvoir aussi avoir un avis, on va pouvoir être moyen dessus et faire quelque chose. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que notre intelligence à nous, est continue et infinie. D'accord? Maintenant, quand je vais parler des intelligences artificielles, je vais avoir des choses qui s'appellent en mathématiques des choses discrètes. Donc, aux échecs, par exemple, on a vu tout à l'heure, Deep Blue à tous les coups. Donc, Deep Blue est évidemment meilleur que nous, et seulement aux échecs. Si je prends le Go, au Go, il est encore meilleur que nous, mais même plus qu'un génie, parce qu'il fait des coups qu'on n'a jamais vus dans l'histoire de l'humanité. D'accord? Donc, ça, c'est assez rigolo. Donc, en Go, DeepMind, cette fois-ci, est très, très fort et c'est très bien. D'accord? Si je prends la voiture autonome, la voiture autonome niveau 4, elle va conduire bien mieux que nous, parce que nous, on texte un peu au volant, on boit un petit coup de temps en temps, enfin, on fait des trucs que la machine ne fera jamais. Et donc, il y aura toujours des accidents, ça ne sera pas parfait, mais ce sera bien meilleur que nous, de toute façon. D'accord? De la même façon, je reviendrai sur ça dans une minute, si je prends un domaine connexe, la livraison, par exemple, on peut faire en sorte d'avoir des robots, des machines qui vont faire mieux que ça. Mais en fait, dans n'importe quel domaine, on peut créer un outil qui va être un outil spécialisé et qui va être meilleur que nous. Et de toute façon, par définition, si on crée un outil, c'est qu'il est meilleur que nous. Sinon, ça ne sert à rien de créer l'outil. Mais ce qui est intéressant, et surtout dans les domaines connexes, c'est de voir déjà que ces intelligences artificielles, elles sont discrètes, c'est-à-dire qu'il en faudrait une infinité pour pouvoir matcher notre intelligence à nous. D'accord? Donc, créer l'infini, c'est compliqué, hein, ça vous le savez certainement. Mais même dans les domaines connexes, comme la livraison et la conduite que j'ai mis ici, si on regarde entre les deux domaines ici, en mathématiques, quand il y a deux lignes discrètes, entre les lignes discrètes, malheureusement, il y a un truc qui s'appelle aussi l'infini ici. Et donc, ça veut dire que ce qui s'appelle le transfer learning, donc transférer les choses qu'on connaît d'un domaine à un autre, ce n'est pas complètement évident et il manque toujours un cas particulier en général. C'est pour ça que c'est compliqué de faire ça. Mais en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que donc, ces intelligences artificielles discrètes, elles ne vont jamais pouvoir matcher notre niveau à nous. Et en plus, dans ce qui est à droite, là, dans ces pointillés de l'infini, les intelligences artificielles, elles sont nulle part tant que nous, on n'y est pas déjà. Parce que c'est nous qui fabriquons le marteau. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces intelligences artificielles n'existent pas du tout encore quand on n'a pas encore inventé le domaine. OK? Donc, ça, là, j'ai fini mon petit discours. Vos questions arrivent. Je vais démarrer avec une première question qui va sensibiliser, je pense, tous nos invités. Alors, dans la période actuelle du Covid-19, nous recherchons tous des solutions pour répondre à la crise sanitaire, mais aussi à la crise économique latente. Quel rôle pensez-vous que l'intelligence augmentée puisse jouer dans les avenirs et quelles solutions à la crise pensez-vous qu'elle puisse proposer? Bon, je ne suis pas magicien, hein. Donc je n'ai pas forcément les réponses. J'ai certainement pas de réponse à ça. Ça serait bien si j'avais, parce que tout le monde viendrait me voir et puis je serais devenu le gourou mondial, donc ça serait chouette. Mais non, alors déjà, c'est dommage qu'on n'ait pas utilisé les IA pour prévoir cette crise.
D'accord? Parce que c'est une crise de données, quand même. C'est clair, on avait plein de données. Il y avait plein de choses qui auraient pu faire en sorte qu'on prévoie ce machin-là et qu'on soit mieux préparé. Il y a des pays qui ont été mieux préparés que nous, il y a des pays qui ont utilisé des IA. Alors, c'est au prix, des fois, de certaines libertés individuelles. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce problème des data, il faut réglementer à un moment donné. Et si vous prenez la Corée, par exemple, la Corée du Sud, c'était intéressant ce qu'ils ont fait. Ils ont été certainement, c'est un des pays les moins touchés au monde, parce que ils avaient une application qui était là, mais ils étaient surtout préparés en 2005 à cause du SARS. Et donc, du coup, eux, ils s'étaient préparés à pouvoir prévoir les choses et à pouvoir donc demander la distanciation sociale, demander de porter les masques, demander de faire tout ça bien en amont. C'est pour ça qu'ils ont certainement été moins touchés. Donc, on aurait pu mondialement se préparer et j'espère qu'au moins cette crise-là nous aura préparé à ça, nous aura préparé psychologiquement à de temps en temps lâcher des données. Alors encore une fois, je ne suis pas en train de me faire l'avocat de dire qu'il faut qu'on lâche toutes les données et qu'on donne tout, comme il se passe dans un grand pays là-bas du côté de l'Est. D'accord? Donc je ne dis pas ça, mais je dis que des fois il faut réfléchir, et pour réfléchir il faut être éduqué, et pour être éduqué, il faut comprendre comment ces algorithmes peuvent marcher pour donner peut-être juste les bonnes informations pour qu'on fasse quelque chose. Maintenant, la crise économique qui est face à nous, est-ce que les intelligences artificielles, est-ce que ces outils vont pouvoir nous aider à l'affronter? La réponse est certainement que oui. Certainement qu'on va pouvoir trouver, parce que surtout dans ces périodes de crise sont des périodes qui, d'une manière un peu bizarre, sont aussi des périodes de créativité extraordinaires. C'est-à-dire qu'on va inventer des choses, on va trouver des choses pour pallier au fait qu'on ait échoué à quelque chose d'autre. Donc, il y aura certainement des outils qu'on va pouvoir utiliser qui vont nous permettre de lisser un peu la courbe de cette crise qui nous attend. Mais à la fin, c'est l'humain, c'est nous qui allons devoir nous en sortir tout seuls. Parce que si on croit que c'est les IA qui vont nous en sortir, elles vont nous aider, encore une fois, elles vont nous aider avec ces outils, mais c'est nous qui allons nous sortir de la merde tout seuls. Merci beaucoup pour toutes ces explications, c'était très intéressant. Je suis Christian Ayedi et j'étais précédemment directeur du développement au sein du groupe TF1. J'avais deux petites questions, peut-être l'une pour préciser un peu ce que vous entendiez par les différents niveaux d'autonomie. Quand vous avez évoqué le véhicule autonome, vous avez dit on n'atteindra jamais le niveau 5, mais le niveau 4, c'est possible. Alors je voulais peut-être vous faire préciser le distinguo entre ces différents niveaux d'autonomie. Et après, il y avait une deuxième question qui était le point que vous avez soulevé sur le machine learning et sur le fait de dire qu'on arrivera toujours à décrypter les algorithmes qu'élaboreront les machines. On a évoqué dans certains cas on a appris à des machines à apprendre. Et ce qui du coup, je ne sais pas si c'est une réalité. Et si c'est une réalité, comment un humain pourrait, de façon intelligible, comprendre ce que les machines ont appris? Non, c'est deux bonnes questions, une qui est facile et une qui m'énerve, donc ça tombe bien. Donc, alors, la facile, c'est les niveaux d'autonomie, hein, donc ils sont définis dans des règles qui ont été définies par des gens. En gros, niveau 1, il n'y a pas d'autonomie du tout, hein, c'est-à-dire que c'est nous qui avons le volant et tout ça. On va aller au niveau 4 directement. Niveau 4, ça fait pas mal de choses dans des cas cas bien définis. Donc, comme je disais, l'autoroute, par exemple, quand il n'y a personne autour, donc ça conduit tout seul, d'accord? Donc, on n'a pas besoin d'intervenir dans la plupart des cas, d'accord? Mais il faut expliquer le niveau 5, alors, pour expliquer ça. Le niveau 5, c'est quoi? Ça conduit tout le temps dans tous les cas, et dans tous les cas, ça réagit correctement. Donc, il n'y a aucune intervention humaine, d'accord? Et c'est ce niveau-là qui n'existera jamais, parce que le niveau 4, dans des cas particuliers, donc par exemple, quand la bagnole tout à l'heure, dans mon exemple, s'arrêtait tout le temps, il y aurait eu, dans une voiture autonome, la voiture autonome niveau 4, quand elle existera, il y aurait eu à ce moment-là une alerte qui soit fait intervenir les personnes qui sont dans l'habitacle. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut, parce que si on vend une voiture comme une voiture autonome, il ne faut pas vraiment faire intervenir les gens qui sont dans l'habitacle, mais ça peut être aussi une intervention en remote. Donc quelqu'un qui va faire du remote control de la voiture. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez imaginer des batteries de gens quelque part dans le monde, comme on fait aujourd'hui avec les drones. On conduit les drones à distance, hein, les drones qui sont en Afghanistan et ils sont conduits depuis le désert du Nevada. D'accord? Donc, on peut imaginer que quand il y a une alerte de la bagnole ne sait pas ce qu'elle peut faire. Elle n'a pas ce cas, elle n'a
a pas, elle est bloquée, eh ben, on peut imaginer un agent remote qui va prendre la main et qui, pour ce cas particulier, va débloquer la situation. Donc, c'est ça le niveau 4 encore, c'est le machin où il y a quelqu'un qui interviendra. Alors, c'est très rare ces interventions. Ça veut dire que c'est vraiment les cas particuliers, par définition, et donc ça sera excessivement rare. C'est pour ça que c'est aussi quelque chose qui peut être déployable, parce que chacun de ces agents peut avoir dans son portefeuille de voitures à monitorer, peut avoir des milliers de voitures, en fait, parce que il va être prévenu seulement quand il y a un cas particulier, il va intervenir sur ce cas particulier. Donc, niveau 4, c'est ça. Niveau 5, ce serait où il y a zéro intervention humaine. Ça marche dans tous les coups, dans tous les cas, dans toutes les situations. Et c'est ça qui n'existera pas. Okay, j'espère que c'est clair. Oui. La deuxième question, donc c'est celle qui m'énerve un peu. En fait, et c'est ça qui est dans l'inconscient général aujourd'hui, on nous fait croire que c'est Robocop, que c'est je ne sais pas quelle machine qui apprend à apprendre. Ben justement, non, ça n'apprend pas à apprendre. Ça apprend ce qu'on lui donne à apprendre. D'accord ? Donc, ça veut dire que ça apprend sur les données que nous, on connaît déjà et qui vont être spécifiques à la tâche qu'on veut que réalise cette machine. J'ai parlé un tout petit peu tout à l'heure de ce qu'on appelle le transfer learning. Donc, quand la machine a appris dans un domaine particulier, on se dit, bah, tiens, on va lui faire apprendre dans un domaine qui est connexe. Donc, par exemple, prenons un exemple idiot un peu, mais un robot qui sait faire du vélo, on va lui faire de la moto. D'accord ? Donc, certainement, 90%, 95% des choses qui se passent en vélo, ça va se passer en moto. Bon, d'accord ? Mais malheureusement, il y a un petit pourcentage de choses, de cas. Encore une fois, c'est ces cas d'exception, hein, c'est ces cas exceptionnels qui foutent la merde dans ce machin-là, que la machine n'a jamais vu parce qu'on ne lui a pas donné les règles ou on ne lui a pas donné les données. Elle ne va pas savoir quoi faire. Alors vous allez me dire, on peut toujours donner des règles logiques, cette fois-ci, qui vont être des règles d'anticipation. Donc, on ne sait pas exactement, mais on peut faire un peu de random, on peut faire du hasard. D'accord ? Parce que le hasard, c'est ce que nous on fait de temps en temps. Hein. De temps en temps, on fait aussi du hasard. Donc, on peut imaginer, cette fois-ci, Olivier est mieux placé que moi pour répondre à ça, mais on peut penser à la créativité à travers le hasard. Donc, on peut très bien dire que quand on ne sait pas, on fait au hasard. D'accord ? Alors là, ça peut être dangereux, surtout dans les trucs un peu compliqués comme la conduite ou des choses comme ça. Mais une machine qui apprend à apprendre, ça n'existe pas. La seule machine moi, que je connaisse qui apprend à apprendre, c'est nous. Et justement, on est très très fort à ça, et c'est notre spécificité. D'accord ? C'est la spécificité de l'homme, c'est la spécificité de notre intelligence. C'est qu'on est capable d'apprendre à apprendre. Et c'est ce que je demande d'ailleurs de plus en plus aux gens. Je leur demande d'apprendre à apprendre parce qu'ils vont être déplacés dans leur métier, ils vont être déplacés par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Et il va falloir être très très fluide, il va falloir être très très malléable. Et donc, il vaut mieux apprendre à apprendre parce qu'on ne va pas faire comme ma génération 40 ans le même métier. Bonjour à tous, je suis Michel Arwachan, directeur de l'innovation de Sixense, qui est une filiale de Vinci Construction. J'avais deux questions à vous poser. La première, pour connaître votre avis, dans quel domaine l'intelligence artificielle est la plus prometteuse? Donc, c'est connaître l'avis d'un expert pour voir dans quel domaine il y a le plus de champs de possibles. Et à un moment donné, vous avez abordé la régulation de l'intelligence artificielle. Concrètement, qu'est-ce que vous entendez par là et comment vous voyez les choses surtout? Merci. Alors, là, j'ai deux questions qui ne m'énervent pas, donc c'est bien. La première chose, c'est les domaines. Alors, comme je disais tout à l'heure, la bonne chose pour l'intelligence artificielle, c'est qu'elle peut s'adresser à tous les domaines possibles et imaginables. D'accord ? On peut créer des marteaux, on peut créer des outils dans chacun de ces domaines, dans tous les domaines. D'accord ? Il y a des domaines qui, moi, m'intéressent particulièrement, où je trouve que c'est plus facile, entre guillemets, de créer des intelligences artificielles. Il y a trois domaines que j'aime bien, perso. C'est la médecine. La médecine, je trouve ça absolument super, parce que j'aime bien aider les gens en général. Donc, la médecine, c'est quand même un truc important. On est une population vieillissante en général, donc on a plein de trucs qui nous arrivent, qu'on n'a pas envie qu'ils nous arrivent. Et en plus, notre ADN, le machin, donc on a découvert qui est dedans, là, c'est un champ statistique extraordinaire, ce machin, d'accord ? Donc, ces intelligences artificielles qui sont basées sur des données, regardez un peu ce qui se passe à l'intérieur avec l'ADN, ça va être relativement intéressant. Et de la même manière, les imageries médicales sont très intéressantes aussi, d'accord ? Donc, je pense qu'on va pouvoir résoudre ou jouer un peu avec les cancers et tous ces trucs-là qui ne sont pas très rigolos. On va pouvoir certainement aider beaucoup. Donc, le domaine de la médecine est un domaine très, très intéressant pour moi, imagerie et ADN. Deuxième domaine qui m'intéresse énormément et qui va révolutionner aussi la façon dont on fait les choses aujourd'hui, c'est le transport.
Bah, on a parlé de la voiture autonome déjà pas mal, d'accord. La voiture autonome niveau 4, je suis le plus fervent défenseur de ce cas, parce que ça va effectivement sauver des vies, ça va sauver des milliers de vies tous les ans. D'accord. Donc le transport, ça va être révolutionné aussi par les gens qui vont être de moins en moins mobiles et qui vont pouvoir être mobiles grâce à cette mobilité automatique. D'accord. Donc ça, c'est un autre truc qui m'intéresse. Le troisième domaine qui m'intéresse, c'est un peu lié aux deux autres aussi, c'est ce qu'on appelle l'IoT. D'accord. C'est les Internet of Things, c'est les choses, les objets connectés globalement. Moi, j'appelle IoT Intelligence of Things, où les choses deviennent intelligentes, toutes les choses qui sont autour de moi deviennent des choses à mon service. Bon, j'ai créé des assistants, j'aime bien créer des assistants parce que pour moi, c'est des outils. Tous ces trucs-là, ça se recoupe. Je fais toujours la même chose depuis 30 ans, 40 ans. C'est toujours la même chose. Quand Olivier parlait de ma machine à faire le lit quand j'avais 9 ans, c'est un assistant, c'est un robot pour m'aider à faire le lit. Donc, en gros, tous ces objets maintenant deviennent connectés entre eux et commencent à faire des choses pour moi et ils sont intelligents dans le sens où ils sont intelligents pour moi. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils sont intelligents pour quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, ces trois domaines-là sont intéressants. Maintenant, dans n'importe quel domaine, encore une fois, on peut certainement créer des outils très, très intéressants. Si on prend la construction, il y a des choses certainement très, très, très intéressantes à faire. Si on prend n'importe quel domaine, encore une fois, dans le juridique, on va pouvoir automatiser, on peut déjà automatiser de plus en plus des tâches qui sont pas agréables, des tâches qui sont fatigantes, tout ça. On peut créer ces robots, alors que ce soit des robots intellectuels ou des robots physiques, c'est la même chose. Beaucoup de domaines, tous les domaines sont applicables. Et comme j'ai dit, on va essayer, et de temps en temps, on va dire que l'outil n'est pas assez fort pour devenir un outil. D'accord. Donc, on ne va pas le faire. Deuxième question sur la régulation. Alors, la régulation, pour moi, est excessivement importante. Alors, on me dit souvent, oui, tu dois être énervé par RGPD, par exemple. RGPD, mai 2018, RGPD arrive, ça empêche les innovateurs d'innover. Ben non, moi, je suis pro-RGPD. RGPD, pour moi, c'est un truc super. C'est un truc qui a permis de faire comprendre aux gens que se foutre à poil sur Internet, c'était se foutre à poil sur Internet. Et c'était se foutre à poil tout court. D'accord. Et donc, les gens qui n'avaient pas réalisé ça encore, RGPD, la régulation en l'occurrence ici, a appris aux gens quelque chose. Elle a une vertu éducative. Et de temps en temps, c'est ce que doit avoir la réglementation. La vérité, c'est que la réglementation arrive 10 ans après l'innovation. D'accord. Même plus tard, parce que RGPD, en l'occurrence, ici, ça a mis 18 ans à peu près. Donc, mais je suis pro-régulation parce que ça, des fois, donc ça a vertu éducative, ça permet aux gens de comprendre. Donc ça, c'est très important. Mais maintenant, pour créer la réglementation, il faut aussi être éduqué, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que moi, je suis là pour éduquer les masses, pour expliquer aux gens comment ça marche, pour qu'ils soient éduqués et pour qu'ils réclament la régulation. Parce qu'ils doivent réclamer. Quand on a une machine, comme la machine qui joue au Go, qui prend 440 kW, je veux dire, c'est une aberration écologique. Il va falloir à un moment que le régulateur dise il y a des choses qu'on peut faire, qu'on doit faire, et des choses qu'on ne doit pas faire. Faire une machine intelligente pour combattre le cancer, bon, c'est quelque chose qui se discute plutôt bien. Faire une machine intelligente pour jouer au dernier jeu à la mode, je veux dire, on n'en a rien à foutre. Donc, bon, encore une fois, c'est extrême ce que je suis en train de dire, mais la régulation, pour moi, ça va servir à ça. Mais pour ça, il faut être éduqué, il faut comprendre qu'on a le manche du marteau, que c'est nous qui décidons. Donc, il y a la régulation éthique aussi, qui fait pourquoi on fait ça. Est-ce que ces armes automatiques, il faut les faire, blablabla. Moi, je peux vous créer un robot qui va tuer les hommes d'une manière beaucoup plus efficace que n'importe quel humain. Et c'est évident, c'est facile. D'accord. Maintenant, est-ce que je vais le faire? Non, parce que éthiquement, je n'ai pas envie de le faire. Mais il y a certainement d'autres personnes qui veulent le faire. Mais elles vont au niveau de la personne, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'État, au niveau du monde, il y aura ces diverses régulations. J'aime bien comparer l'intelligence artificielle à la bombe atomique. Alors, vous allez me dire, c'est un peu exagéré, mais j'aime bien la comparer point de vue régulation, justement, parce qu'on a vu que dans les années 60, on a failli quand même faire péter le monde, d'accord, à cause de ces bombes atomiques. Et puis, bon, l'URSS de l'époque et les États-Unis se sont mis à discuter quand même. Ça a donné les accords SALT au niveau mondial en 70-80. D'accord. Donc, je crois en l'humain. Je crois que foncièrement, une fois qu'on est éduqué, une fois qu'on comprend, alors des fois, il faut faire des erreurs, des grosses erreurs qu'on comprend, mais une fois qu'on comprend les choses, eh ben, la régulation sert à faire en sorte non seulement d'éduquer, mais aussi de faire les bons choix. Mais pour ça, encore une fois, il faut être éduqué, il faut le faire ensemble. Et il faut que le régulateur soit inspiré par le peuple et soit lui aussi éduqué. Parfait. Bonjour, Elisabeth Soubelet, donc je suis directrice médicale dans l'imagerie médicale, justement. Et j'avais une question à laquelle vous avez déjà partiellement répondu, puisque la question, c'était un peu comme pour la blockchain.
est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas anti-écologique? Je crois que vous en avez déjà parlé, en fait. Oui, mais je vais en parler en particulier. Alors, j'aime bien la blockchain. La blockchain, c'est encore une autre aberration. D'accord? Alors, encore une fois, mathématiquement parlant, scientifiquement parlant, c'est rigolo. D'accord? Le fait qu'on puisse prendre, philosophiquement parlant aussi, c'est rigolo. C'est-à-dire que la blockchain, c'est vachement intéressant du fait qu'on met une communauté au service de l'identification d'une transaction. Donc, philosophiquement, c'est super bien. Le problème, c'est que l'implémentation de la blockchain aujourd'hui, l'implémentation de la blockchain publique, on va dire, hein, est une aberration effectivement écologique. Parce qu'une transaction blockchain est à peu près, d'un point de vue purement énergétique, 10 000 fois plus énergivore qu'une transaction Visa, par exemple. D'accord? Ce qui est, encore une fois, une aberration. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est scalable, qu'on va pouvoir mettre à l'échelle. Okay? Donc, mais le problème, c'est qu'effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure à propos du Go, ces machines qu'on crée sont basées sur ces données, sur ces statistiques, et donc le deep learning, en l'occurrence, a besoin de beaucoup, beaucoup de données qu'on centralise, et donc on crée ces data centers, dont vous entendez parler tout le temps, et quand vous regardez un data center, 60% de son énergie est utilisée non pas pour stocker les données ou pour faire les calculs, 60% de l'énergie est utilisée pour le refroidissement des machines. Parce que les machines sont tellement toutes ensemble dans ces data centers qu'elles font leur propre énergie parce qu'elles chauffent et donc il faut les refroidir. 60% de l'énergie des data centers est utilisée pour le refroidissement. C'est une aberration, c'est complètement idiot. C'est pour ça que vous entendez certainement dire qu'on va mettre des data centers en Islande, qu'on va essayer de mettre des data centers sous l'eau, etc., etc. Parce qu'on essaye de couper cette énergie. Donc c'est intéressant. Mais pour moi, l'intéressant là-dedans, c'est d'essayer de se débarrasser des data centers. Évidemment, c'est une aberration ce que je suis en train de dire aussi, parce que par définition, si on veut faire des statistiques qui marchent, il faut qu'on ait toutes les données au même endroit. Et donc, pour que ce soit relevant, pour que ce soit pertinent, il faut qu'il y ait toutes les données au même endroit. Donc, il faut ces data centers. Mais je pense qu'on peut trouver des méthodes, et j'espère, et moi je pousse pour qu'on trouve des méthodes, ce que je vais appeler de la décentralisation de data, du computing on the edge. Il y a des gens qui parlent de ça. Donc, au lieu d'essayer de faire de la computing centralisé, on fait du computing décentralisé, on fait de la décentralisation. Donc, déjà, on peut par là économiser ces 60% pratiquement qu'on utilisait juste pour le refroidissement. Et on essaie de faire tout donc on the edge, je ne sais pas comment on dit non plus, mais en périphérie. D'accord? Donc ça serait intéressant. Évidemment, statistiquement, c'est moins pertinent parce qu'il y a moins de data qui va être on the edge par définition. Donc c'est compliqué, mais je pense que si on peut perdre peut-être 1 ou 2 points d'accuracy, 1 ou 2 points de… je ne sais plus comment on dit non plus, je suis désolé, je suis en train de perdre mon mot en français. Accuracy, si quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire, ça serait bien. Bref, donc si on perd 1 ou 2 points d'accuracy dans les calculs qu'on fait, mais qu'on gagne beaucoup, beaucoup d'énergie, moi, je suis prêt à perdre ces 1 ou 2 points d'accuracy. Donc c'est une question énorme aujourd'hui. Les intelligences artificielles utilisent beaucoup trop d'énergie aujourd'hui par leur architecture. Et donc, il va falloir qu'on trouve quelque chose pour éviter d'en dans le mur. Parce qu'une des raisons pour lesquelles on va dans le mur et qu'on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, c'est l'IA. Et la blockchain, et il y a plein d'autres trucs. Alors moi, ma question, c'est, ok, donc l'IA n'existe pas, mais voilà, on a parfois envie qu'elle existe. Et qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui pour qu'elle existe? Ou alors est-ce qu'il y a des barrières infranchissables qui fait qu'elle n'existera donc jamais? Donc l'IA qui utilise les méthodes qu'on utilise aujourd'hui et qu'on utilise depuis 60 ans et depuis plus, comme je disais tout à l'heure, cette IA-là, si c'est l'IA générique, l'IA qui peut tout faire, donc l'IA qui va rule the world, cette IA-là, en utilisant ces méthodes-là, n'existera jamais. D'accord? Parce que ça utilise des mathématiques et des statistiques et logique, comme j'ai dit. Les statistiques et la logique, les mathématiques sortent de là. C'est nous qui les avons inventées, donc ça sort de là. Maintenant, si on veut faire un peu de science-fiction, si on veut faire un peu de choses en disant peut-être qu'un jour il y aura une IA qui existera, il va falloir que ce soit des méthodes complètement différentes des méthodes qu'on utilise aujourd'hui. Ça ne peut pas être basé sur des méthodes mathématiques pour la raison susdite, d'accord? Mais par contre, si un jour on craque ce qu'il y a là-dedans, donc on craque la biologie, d'accord? On est capable de comprendre l'humain, la biologie, la physique, d'accord? Donc, qui ne sont pas des machins qui viennent de là, mais qui sont autour de nous.
si là on commence à comprendre ça, peut-être qu'un jour on pourra créer une intelligence artificielle basée sur la biologie. Moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, si on veut un jour faire une IA qui ressemble à nous, il faut que ce soit de la biologie. Parce que c'est ce qui marche. D'accord ? On ne peut pas copier la biologie avec les mathématiques aujourd'hui. Ça, c'est impossible. C'était le rêve. C'est le rêve des années de 1956, comme on a dit, mais ce n'est pas possible. Ça me permet de poser la dernière question naturellement autour de la créativité. Donc là, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, je pense que nous sommes vraiment à l'approche d'une révolution dans le domaine de la créativité. Est-ce que Picasso sera-t-il demain remplacé par une IA ou plutôt assisté par une intelligence artificielle ou une intelligence augmentée, ouvrant la voie à de la créativité augmentée peut-être? Qu'en dites-vous? Ouais, alors, évidemment, là, je suis absolument persuadé que tous les outils, que ce soit par exemple les synthétiseurs qui sont arrivés relativement récemment, et tout ça, donc si on parle de musique, les outils vont permettre une nouvelle créativité, quelque chose. Je veux dire, on a des gens géniaux qui ont éclos justement grâce à ces outils, le fait que je peux synthétiser une pièce de violon, une pièce de piano, une pièce de machin et tout mettre en même temps en étant tout seul sans avoir besoin d'un orchestre symphonique. Je veux dire, ça fait exploser ma créativité. Ça fait exploser le fait que je puisse faire toutes ces choses tout seul sans avoir à savoir jouer une note de violon. Je veux dire, c'est quand même magnifique. Donc, les outils vont nous aider à exploser créativement. Mais ça va être, comme vous venez de le dire très, très clairement, c'est des assistants. Quelque part derrière, si je ne suis pas créatif, si je ne suis pas un génie de création, ce que je pense qu'on est tous humains, si je ne suis pas un génie de création, de créativité, ça ne va pas m'aider, ça ne va pas m'inculquer la musique si j'y connais rien. Je veux dire, d'accord ? Maintenant, si on parle de créativité des robots en disant « Waouh, j'ai un robot qui a dessiné la tour Eiffel comme Van Gogh », eh ben, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, ça, j'en ai rien à cirer. Je veux dire, c'est facile. Je file tous les tableaux de Van Gogh à ce machin-là. Je lui file une image de la tour Eiffel. Oui, il va pouvoir faire un tableau comme Van Gogh. Et ça n'a strictement aucun intérêt parce que d'une part, ce n'est pas Van Gogh qui l'a fait, et d'autre part, c'est une machine qui a copié. Et donc là, c'est de la copie, ce n'est pas de la créativité. Donc, il y a toujours une ligne intéressante, vous savez certainement beaucoup mieux que moi, entre la créativité et la copie. D'accord ? Il y a des gens qui disent qu'ils créent alors que c'est des bons copieurs. Donc, c'est l'innovation, c'est l'histoire de l'innovation aussi. Est-ce qu'on est innovateur ou est-ce qu'on est un bon copieur ? Est-ce qu'on est bon, etc. Donc, il y a plein de trucs qu'on peut imaginer là. Mais l'outil, l'assistant qui va nous permettre d'innover, qui va nous permettre d'être plus créatifs, c'est ce que je viens de dire juste avant à propos de cette augmentation. Ça augmente mon ego. La créativité, c'est de l'ego. Il faut quand même croire qu'on est quand même fort pour faire quelque chose que jamais personne n'a fait avant nous. C'est quand même, il faut avoir une grosse tête déjà là. D'accord ? Merci beaucoup, Luc. Nous arrivons au terme de cette excellente conférence sur l'IA avec de riches échanges. Donc, Luc, j'espère vraiment que votre vision aura apporté à tout le monde ici un éclairage bienveillant sur l'IA avec ses limites et ses opportunités. Pascal, peut-être un dernier mot en conclusion. Dernier mot, ça sera simplement un mot de remerciement. Merci bien sûr à Luc Julia pour ces exposés et ces réflexions complètement éclairantes et inspirantes. En tout cas, on ressort plus intelligent qu'on l'était lorsque cette conférence a commencé. Et puis, merci aussi à toi, Olivier, pour la maestria avec laquelle tu as animé et modéré cette session. Voilà, merci à tous. Merci à tous d'être venus. Et pour aller plus vite, je vous invite à dévorer son livre. Ce n'est pas encore fait. L'IA n'existe pas. Merci encore, Luc. Et excellente fin de journée à tous. Merci, au revoir.